Bonjour et bienvenue pour cette visite du Palais des Ducs et des États de Bourgogne de Dijon, ville d'arrêt d'histoire. C'est un site qui réserve de nombreuses surprises. Je suis d'ailleurs moi-même dans un lieu insolite, mais vous en saurez plus en fin de visite. Je suis Laurent Cessin, animateur de l'architecture et du patrimoine. Nous commençons notre visite du Palais des Ducs et des États de Bourgogne par le Square des Ducs, qui n'est certes pas la partie la plus connue de ce palais, mais c'est bien aux ducs de Bourgogne qu'il faut se référer pour comprendre l'histoire de ce monument. Alors, bien sûr, on connaît à peu près tous les 4 grands ducs d'Occident qui ont régné sur la Bourgogne au XIVe et XVe siècle, donc Philippe le Hardi, Jean sans Peur, Philippe le Bon et Charles le Téméraire. Mais on oublie parfois qu'il y a eu d'autres ducs avant ces 4 fameux ducs de Bourgogne. Et donc, évidemment, cette histoire ancienne a créé, dès lors que Dijon a été capitale du duché, la nécessité d'avoir une résidence pour ces ducs de Bourgogne. Donc il y a eu plusieurs constructions qui ont été faites au cours du temps, mais les ducs du XIVe et XVe siècle vont reprendre largement, voire modifier, détruire, reconstruire les projets de leurs prédécesseurs. Alors aujourd'hui, on a plus que des vestiges, de véritables traces importantes de ces 4 ducs valois des XIVe et XVe siècles. On a la tour de Bar des années 1360, on a les cuisines ducales des années 1430, ou encore et surtout, si je puis dire d'un point de vue visuel, le logis ducal commandé par Philippe le Bon, que l'on voit d'ailleurs représenté par une statue au pied de l'hôtel qu'il a commandé. Et ce logis ducal est célèbre aussi grâce à sa tour d'escalier associée, donc la tour de la terrasse telle qu'on l'appelait initialement, aujourd'hui tour Philippe le Bon, du nom de son commanditaire bien entendu. Et donc ce palais, cette résidence ducale est véritablement caractéristique de l'architecture du XVe siècle, donc avec un rez-de-chaussée comprenant une salle du trésor ou encore des celliers, un premier niveau noble avec de hautes fenêtres qui accueillaient la salle des festins, salle principale du palais, de la résidence. Et on a également des toits très en pente, très marqués, qu'il était encore plus à l'origine d'ailleurs. Et malgré tout, les goûts, les modes, les besoins évoluent. Et au fil du temps, eh bien, ce palais a changé. Il s'est complété d'autres éléments. Et c'est surtout au XVIIIe siècle que les choses vont se concrétiser, puisqu'on va tout de suite traverser le passage du logis du roi pour déboucher sur la cour d'honneur et la place de la Libération, pour aller voir à quel point la physionomie de ce palais a changé à cette époque. En traversant le passage du logis du roi, on devine, enfin même bien plus que deviner, les origines médiévales du palais qu'on a déjà largement perçues à l'extérieur dans le Square des Ducs, puisque au-dessus de nos têtes se déploient des voûtes surcroisées d'ogives, qui sont une autre caractéristique très forte de l'architecture médiévale, de l'architecture gothique. Et pourtant, dès lors que l'on sort de ce passage, que l'on franchit la porte qui donne sur la cour d'honneur, c'est un complet changement de décor qui nous attend. Bienvenue au XVIIIe siècle. Nous voici donc dans la cour d'honneur du Palais des Ducs et des États de Bourgogne. Donc c'est comme je vous l'avais dit, un véritable changement de décor. Autour de nous se déploie une architecture très harmonieuse du XVIIIe siècle. Alors comment en est-on arrivé là ? Eh bien en fait, à la fin du XVIIe siècle, il y a un projet de construction d'un bâtiment, le bâtiment des États, qui est celui qui se situe à ma gauche. Et ce bâtiment des États est commandé par l'assemblée des 3 ordres de la société d'Ancien Régime, donc le clergé, la noblesse et le tiers-état, qui avaient besoin d'une salle de réunion vaste, un petit peu prestigieuse. Je pense que le résultat est à la hauteur de leurs espérances. Et cette construction va véritablement initier un chantier de plus d'1 siècle qui va permettre de constituer un palais, puisque c'est bien pour cela qu'on parle de palais des Ducs et des États de Bourgogne aujourd'hui. Et le premier architecte du roi, Jules Hardouin-Mansart, reprend le projet une fois que le bâtiment des États est élevé et met en place une architecture très harmonieuse, très symétrique, à la fois très sobre, mais prestigieuse encore une fois. Alors en observant le bâtiment, on peut tout à fait penser à Versailles, c'est normal, c'est le premier architecte du roi. C'est aussi un architecte qui a travaillé à Versailles, donc ses inspirations sont évidemment très liées à la personne royale. Autre caractéristique du projet,
eh bien, c'est la création d'une place face au palais. Donc la place royale initialement. Donc on a vraiment un projet cohérent, un projet d'ensemble, un projet urbain. Et au centre de cette place, il y avait à cet emplacement une statue équestre du roi qui s'est levée et qui a disparu à la Révolution française. Alors toute cette histoire, elle nous est connue eh bien, grâce aux archives. Et sous le bâtiment, au rez-de-chaussée du bâtiment des États, se situent les archives municipales de Dijon, les archives historiques. Eh bien, je vous invite à nous y rendre et à découvrir un petit peu cette face cachée de l'histoire, mais ô combien importante. Nous voici arrivés dans la salle de lecture des archives municipales de Dijon, donc installée au rez-de-chaussée du bâtiment des États. Donc, cette salle était initialement une salle de réunion des élus des États de Bourgogne. Et je vous invite dès à présent à accéder à l'envers du décor, c'est-à-dire au magasin historique des archives municipales, qui sont donc, dans ces rayonnages. Ces rayonnages sont les témoins de l'histoire de Dijon. Donc, le plus ancien document conservé ici date de 1183. Alors ce n'est pas celui-ci que nous allons voir aujourd'hui, mais c'est tout comme, puisque nous avons un document de 1187 qui nous est exceptionnellement donné à voir. Il s'agit de la charte de commune qui se situe derrière cette porte. Je vous invite à la découvrir. Nous avons le privilège d'observer la charte de commune de 1187. Donc c'est une charte qui a été accordée par le duc de Bourgogne Hugues III aux habitants de Dijon, leur donnant un certain nombre de droits pour la gestion de la ville, notamment d'élire un maire et des échevins, mais aussi de prélever certaines taxes, d'exercer certains droits de justice, mais également d'assurer leur défense. En contrepartie, le duc demandait le versement annuel d'une rente. Donc ce n'est pas le seul trésor conservé ici. L'autre trésor, il est plus architectural, hein, disons-le, il se situe au-dessus de nos têtes. Difficile d'imaginer qu'il y ait un escalier, sans doute le plus prestigieux de Dijon. Il s'agit de l'escalier Gabriel, je vous invite à aller voir immédiatement. Une fois encore, on va changer de décor, puisque, en fait, ces archives, ces magasins d'archives ont été, dès l'origine, imaginés pour être installés sous l'escalier. Et c'est toute l'originalité, toute l'ingéniosité de cet escalier, absolument prestigieux de l'extérieur, mais extrêmement pratique et lié à l'histoire de Dijon, bien entendu. Nous voici désormais arrivés au pied de l'escalier Gabriel. Gabriel, du nom de son architecte, Jacques Gabriel, premier architecte du roi, lui aussi. Jules Ardoin-Mansart, que nous avons évoqué tout à l'heure, l'était également. Tout cela pour dire que de prestigieux architectes sont intervenus à Dijon sur le palais des ducs et des États de Bourgogne. Il conçoit ici un escalier, bien entendu, au-delà de sa praticité, abritant les archives, un escalier prestigieux pour permettre aux membres des États d'accéder à leur salle de réunion à l'étage. Si on observe un peu la décoration des grilles, très belle ferronnerie, on voit très bien les armes de Bourgogne qui voisinent avec les armes de France. Tout cela pour aussi traduire une certaine soumission. En tout cas, les États de Bourgogne n'étaient pas indépendants, ils étaient soumis à l'autorité royale. En poursuivant notre avancée, nous arrivons dans le vestibule de la salle des États, qui accueille depuis de nombreuses années l'exposition Dijon Vue Par, chaque été. Et nous allons maintenant franchir la porte d'accès à la salle des États, véritable clou de notre visite. La première chose qui surprend quand on rentre dans cette salle, c'est sa volumétrie, bien entendu. Il faut imaginer qu'elle a été conçue pour accueillir plus de 300 personnes lors des réunions des États, et évidemment, sa taille a été imaginée en conséquence. La décoration que nous avons aujourd'hui n'est pas celle d'origine, elle est du 19e siècle, des années 1890. Seuls subsistent de l'origine les oculis, mascarons et guirlandes de fleurs qui se situent au-dessus des fenêtres. Pour le reste, la restauration a renouvelé profondément la décoration de la salle. Les thèmes régionalistes sont mis en avant. Il y a le cycle de la vigne au niveau de la corniche. Il y a sur les panneaux, entre chaque fenêtre, les noms des villes qui ont fourni des élus du tiers-état aux États de Bourgogne. Et surtout, vous avez
le tableau intitulé Les Gloires de Bourgogne qui a été installé à cette occasion, donc qui représente 40 personnalités ayant marqué l'histoire de la province. On devine en arrière-plan notamment l'église Notre-Dame ou encore la tour Philippe le Bon pour se référer à Dijon. Un autre élément a été conservé du XVIIe siècle, c'est la tribune qui se situe à l'une des extrémités de la salle. De manière exceptionnelle, là encore, de manière privilégiée également, je vous invite à y accéder pour un point de vue tout à fait inédit sur la salle des États. Nous nous retrouvons donc sur la tribune de la salle des États qui offre une vue plongeante et impressionnante sur cette salle. Il faut imaginer qu'ici, à l'époque, était installée une assistance choisie, bien entendu, qui avait tout le loisir d'apprécier les débats qui pouvaient se dérouler en contrebas. On a d'ailleurs une vue de la fin du XVIIIe siècle qui représente une séance des États, où l'on voit le gouverneur de Bourgogne et sa suite installés en fond de salle, la noblesse et le clergé de part et d'autre, et un parterre central dédié aux membres du tiers-état. Je vous laisse bien entendu deviner, imaginer l'ambiance qui pouvait régner lors de ces séances. Et c'est en tout cas aujourd'hui dans une atmosphère beaucoup plus calme que nous nous quittons, que se termine cette visite. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à bientôt.